Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Un couvre-feu de 72 heures en vigueur dans la ville de Béthiers où des jeunes ont pris à partie la gendarmerie avant d'y mettre le feu. Voilà, après des échauffourées avec ceci. Des détails dans un instant sur notre plateau. Et ensuite, en second point, nous reviendrons sur les propos du président du PDC, Tidiane Thiam, qui disait, je cite, « J'espère même amener certains à être milliardaires en dollars en Côte d'Ivoire ». En seconde partie, c'est l'employabilité des jeunes. On reviendra sur le PNSAR, le nouveau dispositif du gouvernement. Nous parlerons avec le chef de l'agence Prestige de l'agence Emploi Jeune, M. Yannick Ignaman, et M. Chimou Joël Pezito, responsable juridique et RH du groupe Sonex. Merci de votre fidélité à ce programme. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de prendre langue avec vous chaque jour à partir de 19h jusqu'à 20h25. Ce soir encore, nos amis sont là pour analyser pour vous l'actualité nationale. Aujourd'hui, on restera sur le national. Et je suis avec Aïcha Crépi. Bonsoir, la seule femme. Bonsoir, permettez que je la salue avant tout. Effectivement. Merci. Vous allez bien, merci d'être avec nous. Bonsoir messieurs et bonsoir chez vous. Herman Avoua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis chez vous. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Et je te remercie aussi de toujours nous accompagner. Merci Daouda, c'est gentil. Barry, docteur Barry, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chez vous. Et nos pensées, justement, ce soir vont vers Élisée Boloubeu, qui est quelque peu souffrant. Nous lui souhaitons, en tout cas, tous nos voeux de prompt rétablissement. Élisée, tu nous manques, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, messieurs, dames, commençons à regarder un peu ce qui se passe à Béthiers. Nous avons 72 heures de couvre-feu, un arrêté pris par le préfet après l'incendie de la gendarmerie. Des jeunes ont attaqué la gendarmerie, mis le feu à celle-ci. Bref, le préfet a dû prendre cette décision pour amener la paix et la sérénité dans la ville. Mais Aïcha Crépi, avec vous, essayons de voir un peu les circonstances de tout ceci. Que se passe-t-il ou que s'est-il passé à Béthiers? Ça a démarré dans la journée d'hier, mardi, effectivement, de vives tensions entre les jeunes, des jeunes manifestants et la gendarmerie locale. Selon plusieurs sources concordantes dans la matinée, en fait, un groupe de jeunes s'en est pris à la gendarmerie, à des gendarmes, à un corridor précis, en les accusant d'avoir molesté l'un des leurs suite à un contrôle de routine. Donc, ils étaient déjà en colère, apparemment, selon plusieurs sources aussi, par rapport à des contrôles un peu abusifs, d'après ces sources-là, ce qui a envenimé, en fait, les choses. D'après les témoins également, cet incident a entraîné justement la mort, cette arrestation d'un jeune homme, leur ami, paraît-il. Donc, la colère a été déclenchée et s'en est suivi une escalade en fait, de violence. Heureusement, les autorités sur place ont pris des mesures nécessaires et je crois que le couvre-feu est décrété jusqu'à ce jeudi. Il peut être renouvelé. Bien sûr, en fonction de l'évolution de la situation. Tout à fait. Alors, quand on finit de dire ceci, votre commentaire maintenant, Aïcha Crépi? Je pense que c'est quand même déplorable qu'on en arrive à se faire justice soi-même. Évidemment, je ne cesserai de répéter que je suis contre la violence sur toutes ses formes. Après, je pense aussi que si on en arrive dans des localités comme celle-ci à se faire justice soi-même, c'est peut-être qu'on n'est pas, soit on n'a pas l'information que la justice existe, soit on n'a pas confiance en la justice. Dans tous les cas, il faut avoir les outils pour comprendre qu'on est dans un pays de droit. Et qu'en 2025, on peut quand même faire des recours si on estime que la police, il y a une police des polices, que la police ou la gendarmerie ou les forces de l'ordre ont failli quelque part. La justice existe. Donc je pense que la justice a ce qu'on appelle des intermédiaires, des médiateurs qui peuvent se déplacer aussi en cas de conflit si on n'arrive pas à se comprendre, avant même d'arriver à la justice, etc. À un procès, je veux dire. Qui est le saisi, évidemment. Et tout à fait. Donc il faut se saisir des outils que l'on a. Il faut aussi que les appareils judiciaires communiquent autour de leurs solutions dans ces localités-là. Très bien. Herman, votre commentaire, analyse sur la situation à Béthiers? Moi, je pense, quelle que soit notre colère, on ne peut pas s'attaquer à des édifices publics de l'État et surtout des camps militaires. Parce qu'une brigade de gendarmerie, elle assure la sécurité, la défense de la zone. Aujourd'hui, depuis hier, qui gère la surveillance de Béthiers et autres?
Donc, je pense que... Certains parlent de la gendarmerie d'Abengourou qui sera arrivée en renfort. Ils sont à 95 Oui, km. oui, ils vont le faire. Mais la gendarmerie d'Abengourou qu'on redéploie sur Bétier aurait pu se concentrer sur Abengourou. Ce que je veux dire, il y a tellement de canaux pour protester contre les méfaits de nos forces de défense et de sécurité. Ici, sur ce plateau, on ne cesse d'interpeller sur la question du racket et autres. On l'évoque. Et donc, même les ministres concernés, on se souvient, le ministre de la Défense et même le ministre de l'Intérieur ne manquent pas d'occasion pour attirer l'attention des forces de police, des forces de gendarmerie sur ces questions-là. Et pas plus tard que récemment, à l'Ouest, on a arrêté des personnes, des autorités militaires, malgré leur galon. Donc je veux dire qu'il y a quand même ces dispositifs-là qui existent. Ouais. Il ne faudrait pas que parce qu'on est mécontent de certains méfaits de nos forces de défense et de sécurité et que nous-mêmes on se rende justice, aller jusqu'à attaquer, incendier une brigade de gendarmerie. Je ne crois pas que ça soit... Moi je pense qu'il faut trouver ceux-là qui ont pu le faire et qu'on les identifie, qui payent pour cela. Parce que c'est là quand on parle souvent attaque à la sûreté, atteinte à la sûreté de l'État, ces questions-là, c'est cela. Parce que quand tu t'en vas dans une brigade de gendarmerie où il y a certainement des armes à feu, parce que des documents même de certaines personnes que tu les attaques, ça veut dire que tu te mets comme un assaillant. Il faut qu'on te traite comme tel. Daouda Coulibaly, réaction justement après ce couvre-feu à Bétier. Il y a bien longtemps qu'on a entendu donc le mot couvre-feu en Côte d'Ivoire, mais vu la situation, le préfet n'a eu d'autre choix justement pour amener la paix que d'instaurer un couvre-feu. Daouda, réaction. En 2020, on a entendu couvre-feu, c'était à Dabou. Vous vous rappelez de cela? On se rappelle très bien. Revenons à Bétier. Mais sérieusement, j'avoue que je suis profondément déçu. Oui. Profondément déçu que des jeunes on arrive à ce niveau de violence là. Parce que si on veut parler de raquettes, imaginez-vous un temps soit peu le nombre de raquettes que nous subissons à Abidjan ici. Le raquette que les gens de Boaké subissent, les gens de Korogo, de Djouekoué, de Danané. Vous vous imaginez si chacun doit se lever et mettre le feu pour se faire justice, mettre le feu, ben, on sera dans un monde anarchique. Et je pense que nous ne sommes pas dans un État anarchique. Tout à fait. Nous sommes dans un État démocratique. Et pour ce faire, je pense que le préfet fait bien de prendre une décision, un arrêté pour instaurer le couvre-feu. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit quelque chose. Oui. Il faut rechercher les auteurs. Tous les mineurs. Parce que la masse n'a pas de conscience. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a commencé. Les autres ont suivi. Mais tous ceux qui ont pris part à cette violence contre les institutions de la République, de loin ou de près, ils doivent être pris et mis en prison. Parce qu'il faut que ça serve de leçon. Mais moi, je vais encore aller plus loin. Parce que, comme les gens n'ont pas eu le courage de leur dire, je pense qu'ils doivent, Bétier doit pouvoir rester pendant au moins 5 ans, 10 ans, sans gendarmerie. C'est pas possible, Daouda, vous savez bien. Si. C'est bien une ville de Côte d'Ivoire. Oui. C'est pas toute la... Bien sûr. Même si, il faut que ça serve de leçon. Parce que... À qui au fauteuil de tout ou à toute la population? À toute la population. Pourquoi? Pour que désormais, la prochaine fois, quand tu vas voir quelqu'un prendre un bâton, ou bien prendre un bidon d'essence, ou bien une allumette pour aller brûler... parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous sommes dans une année électorale. Oui, d'accord, mais et à chaque année, si vous avez remarqué, pratiquement à chaque période, quand les gens sont fâchés, ils s'attaquent aux institutions de la République. Cette fois-ci, c'est un commissariat. Mais on a déjà vu des cas où les gens une gendarmerie. Une gendarmerie. Oui. Mais les gens se sont déjà pris à des mairies. Mais vous avez vu le niveau d'inconscience là où se trouve l'acte de naissance de vous-même et de vos enfants. On va brûler cela. Mais ce genre de personnes-là, il ne faut pas leur donner, des infrastructures de première nécessité, comme la gendarmerie. Ça doit pouvoir rester comme ça. Non, je pense ça, que c'est votre point. C'est mon point. C'est vrai que c'est toute mon émotion qui sort, mais parce que c'est choquant. C'est choquant. Il faut que ça s'arrête. Ce genre d'incivisme, il faut que ça s'arrête. On se rappelle ici, il y a quelques temps, en 2020, à Beaunois. Est-ce que les gens n'ont pas fait la même chose là-bas? Mais vous le disiez si bien, nous sommes dans une année électorale.
où les tensions sécuritaires peuvent naître à tout moment si on y prend garde. Ne pas donner ou ne pas fournir Béthié en gendarmerie parce qu'on veut punir la ville, justement, la sécurité ou l'insécurité qu'on veut éviter, on risque de la créer, justement. Je comprends très bien, Christelle, je comprends. C'est pourquoi je vous ai dit, je me suis certes peut-être laissé aller. Mais à la vérité, quand l'État construit un poste de gendarmerie, un poste de police, mais c'est l'argent du contribuable ivoirien qu'on injecte. Il y a des villes aujourd'hui qui sont en attente juste d'un poste de police, ils ne l'ont pas. Vous avez un poste de gendarmerie, à cause des chauffourées, à cause de mésententes avec la gendarmerie, vous vous levez, vous partez brûler. Mais autant le donner à ceux qui le veulent. Vous n'en voulez pas seulement. Vous n'avez pas besoin de sécurité. Donc il faille qu'à un moment donné, les parents, comment on appelle ça, les acteurs de développement de la région puissent tenir en laisse leurs enfants. Très bien. Alors, Barry, comment est-ce que vous réagissez justement à ce qui s'est passé à Béthié, de cette histoire de choses qu'on reproche aux agents de force de l'ordre, de gendarmerie qui étaient là-bas, qui ont poussé donc les jeunes à se faire justice eux-mêmes, Barry? Merci, Christelle. Déjà, ce qu'il faut que je dise, c'est que les relations civilo-militaires sont la base de sécurité dans un État. C'est clair. Et pour que cette relation-là soit dynamique, il faut le vecteur confiance. Il faut que les populations fassent confiance aux forces de l'ordre, vice-versa. Maintenant, il y a un élément qui m'interpelle. C'est Gustave Le Bon qui a écrit un ouvrage sur la psychologie de la foule. Oui. Vous savez, lorsque la foule est dans une position de revendication, généralement, elle se laisse aller sous le coup de l'émotion. Et s'il y a un individu qui émerge dans la foule pour mener la foule vers des actions subversives, les acteurs indexés, là, ils vont agir en suivant ce meneur-là. Donc, les forces de l'ordre ont subi, comment dirais-je, le coup de l'émotion de la foule. Maintenant, quand je regarde le communiqué du préfet, il y a un arrêté qui date de 2019, du 20 décembre, qui porte création d'une cellule civilo-militaire au niveau du comité départemental de sécurité de Béthié. Donc, ça veut dire qu'il y a une cellule qui a été créée par l'État pour essayer de dynamiser les relations civilo-militaires à Béthié. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que les enquêtes vont nous situer réellement sur cet état de fait. Mais aucune raison ne peut justifier que des citoyens se fassent justice. Pire, que des citoyens mettent le feu à des édifices de l'État, que ce soit la préfecture, la police. Là, on parle d'une brigade de gendarmerie, donc on parle de sécurité. C'est clair. La sécurité, c'est pour qui? C'est pour les citoyens. Ce n'est pas parce qu'un agent des forces de l'ordre commet une infraction que vous allez vous en prendre à l'institution qui est en charge de vous sécuriser. Je pense que si ce sont des gendarmes, 1 ou 2 gendarmes, au niveau de la brigade, il y a un commandant de brigade. Vous pouvez porter plainte auprès du commandant de brigade. S'il n'agit pas, il y a le commandant de la gendarmerie territoriale, justement le colonel Béchier Judicaël qui s'est rendu sur le site. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une hiérarchie dans l'armée. Des personnes à saisir. Voilà. Si on vous fait quelque chose, portez l'information. Si le commandant de la gendarmerie territoriale d'Aben Gourou ne réagit pas, il y a le commandement supérieur à Abidjan, vous venez, vous voyez. Et je pense que le général Apollo Touré, qui est le commandant supérieur de la gendarmerie, ne manque pas de faire des tournées pour sensibiliser ces hommes sur la réalité de la relation entre les gendarmes et les civils. Les gendarmes sont dans une localité, c'est pour les populations civiles. Sinon, il n'y aurait pas eu de gendarmes. Maintenant, si vous venez, vous-même vous mettez le feu à la gendarmerie. Demain, supposons ce que Daouda a dit, l'État décide pour le moment de ne pas reconstruire la brigade de gendarmerie. Qui perd? Est-ce que ça, c'est possible? Non, c'est possible. Je donne juste une hypothèse. Je n'ai pas dit que c'était possible, mais supposons, mettons des hypothèses sur la table. Qui perd? Qui perd? En réalité, ce sont les populations. C'est la grande question, oui. Donc, il faut... En plus, dans la zone de l'Indénié Djouablin, il y a le royaume. Le roi est à Aben Gourou. Si vous avez un problème, remontez au chef du village, vous posez le problème. Le chef peut saisir le roi, il va intervenir. Donc faire intervenir, par exemple, les chefs traditionnels. Il y a beaucoup de mécanismes de résolution des conflits au plan local. Vous savez, le micro, là, c'est-à-dire que l'entité, c'est un échantillon
par rapport à la globalité. C'est cela. Et ce qui se passe à Béthié, là, si on n'y prête pas attention, en année électorale, d'autres personnes peuvent penser qu'ils peuvent faire comme les gens de Béthié. Donc c'est pourquoi il faut traiter le problème à la base. Il faut situer les responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'agent des forces de l'ordre qui a commis l'infraction? Au-delà de ceux qui ont brûlé, cet agent-là aussi, il a été la cause ça dure combien de temps également, Et il y a aussi les rumeurs. Je le dis toujours, les fake news peuvent détruire un pays en une fraction de seconde. Il faut faire attention. J'ai entendu que tel est mort, tel a été agressé. On dit que. C'est des trucs, ce sont des choses qui peuvent emmener les gens à déraper très facilement. Et si on n'y prend pas garde, on risque de mettre toute la communauté en danger à travers des fake news, des ragots de quartier. Et puis c'est vrai, parce que tant qu'on n'a pas encore les résultats d'enquête, les populations ont peut-être réagi par, comme Barry le disait, peut-être par erreur, par émotion, jusqu'à ce que preuve soit prouvée. Herman, quel devrait être le rôle en ce moment? C'est vrai qu'on va dire médecin peut-être après la mort, mais le rôle des communautés locales, Barry en parlait. Barry en parlait. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On sait que dans le Djoablin et même l'Indigné, il y a des royaumes. Il y a même des chefs dans ces localités. Même à Béthié, il y a des représentants de communautés. Donc moi, je pense que lorsque on a un problème avec l'autorité, il faut pouvoir, si on n'a pas pu régler ça de façon comme il se doit, dans les procédures administratives, on peut saisir les responsables de ces communautés-là pour essayer de toucher le préfet ou le sous-préfet, le commandant de brigade et autres pour régler. On ne peut pas nous-mêmes se lever avec du carburant ou bien de l'essence, aller brûler un édifice. Et qui plus est, c'est-à-dire qu'on n'a même plus peur de l'autorité de sécurité ou de défense. C'est-à-dire qu'on va, c'est la brigade de gendarmerie, qui est le symbole des forces, enfin je pourrais dire, des forces de défense et de sécurité dans la zone, régalienne de l'État, qui défend les populations, qui défend la République. C'est comme si on bravait la République. Et sur ces aspects-là, moi je dis, quel que soit nos revendications, moi, je ne suis pas d'accord avec l'anarchie. Et l'anarchie, ça se traite selon les règles de l'art et selon les procédures en vigueur. On peut dire que oui, l'effet de foule a conduit certains, mais s'ils sont coupables de ces faits-là, ils payent pour ça. Il faudrait que chaque individu réussisse, malgré l'entraînement de la foule, réussisse à maîtriser ses pulsions, ses émotions. Sur ces questions. Aïcha, avec vous, pour éviter qu'on ait boule de neige, justement, Daouda en parlait, il est important de revenir, pour éviter que ce genre de choses ne se répètent. Parce qu'on pourrait reprocher à certains d'avoir des comportements, ok, fine, mais comment éviter que ça se répète, surtout que nous sommes dans une année assez sensible pour la Côte d'Ivoire. Ça tombe bien qu'on parle de jeunesse aujourd'hui. Il faut occuper ces jeunes, en fait. Je pense qu'ils ont besoin d'être... Non, vraiment, c'est pas une blague. C'est-à-dire, il faut les occuper Ça me permet de répondre aussi sur le point que Daouda a évoqué. Bon, je pense qu'il a évoqué sous l'émotion, il l'a dit lui-même. On ne peut pas punir toute une population pour une frange très minime, par ailleurs, de la population. Voilà. Mais il faut les occuper. Je veux dire, quand on est occupé à gagner sa vie, dans des formations, voilà, à chercher à devenir quelqu'un, en fait, sa place dans la société, on n'a pas logiquement le temps de faire ce genre de choses-là. Vous pensez que si le taux de chômage, par exemple, dans cette zone-là était moindre, on n'est pas très sûr d'avoir... Bon, on peut regarder peut-être après avec vous les chiffres, on va regarder. Ce serait bien. C'est important ce qu'elle dit. Vous savez, l'éducation, ça va avec l'éducation civique aussi. Oui. L'éducation, c'est pas seulement d'apprendre à compter, de savoir que 2 x 2, c'est l'éducation civique aussi. Donc je veux dire le fait de ne pas réagir à la violence. Pour moi, la violence, c'est un aveu d'échec, je ne le dirai jamais assez. Ça veut dire que le dialogue n'a pas su se faire, ou alors on ne sait même pas s'exprimer. Il y a des gens qui agissent violemment parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent dire, en fait, et ça les énerve. Donc il faut les occuper, les éduquer et leur donner des métiers qu'ils vont aimer, en fait, les orienter, tout simplement. Le point de Aïcha est clair, Daouda. S'ils étaient occupés, si le Trafassi avait une activité assez intéressante, voilà, c'est une hypothèse. Selon elle, c'est une oisiveté. Je dis, en fait, c'est pas un point. Très bien, allez-y. Voilà. On va écouter Barry après là-dessus. Le point qui est le plus important pour moi aujourd'hui, je pense que nous, comme tu l'as si bien, nous sommes en année électorale. Il faut créer ce qu'on appelle, généralement en matière de police, on parle de police de proximité. Oui. Donc il va falloir qu'aujourd'hui, vous avez parlé des rois, des chefs coutumiers, c'est de faire en sorte qu'il y ait une certaine cohésion entre les forces de défense et de sécurité
et les populations, de sorte qu'ils puissent travailler d'un commun accord, qu'il y ait un point focal de chaque entité. Comme une petite cellule d'écoute où que les C'est bien ça. populations pourraient Voilà, venir parce que rapporter leurs quand tu problèmes. regardes des pays comme les États-Unis, où on a l'habitude de voir, tu es surpris de voir des policiers en patrouille, descendre, jouer au basket avec les jeunes, discuter avec eux, jouer au foot avec eux. Ça fait que quand généralement il y a une situation, comment on appelle ça, l'information remonte très vite. Et la barrière est levée entre Permettez à ce Pardon. qu'il s'exprime, je vous en prie. Je peux continuer maintenant. Daouda, vous le faites aussi. Hein, Oui, voilà. mais je vais Donc, continuer quand allez-y, même. continuez. Donc, pour revenir Allez-y, sur le Daouda. fait que, techniquement, il faut pouvoir créer cette situation-là entre les populations. Premier point. Le deuxième point que moi, j'aimerais demander, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les jeunes comprennent que ces édifices publics qui sont construits dans leur région, c'est de l'argent public qui est injecté. Et ce sont vos documents. C'est là-bas que vous allez faire vos attestations d'identité, vos certificats de résidence, beaucoup de documents. Même Donc, les plaintes. Même les plaintes que vous formulez. Donc finalement, quand tu as fini de brûler tout ça, demain quand tu veux faire une attestation d'identité, tu fais comment? Donc toi-même, tu es en train de t'écarter de la société. Donc il faut que les jeunes de Bétier et les jeunes de toute la région de toutes les régions de Côte d'Ivoire puissent prendre véritablement conscience. Ces édifices-là, attaquez-vous à tout, mais laissez ces édifices-là. Moi, j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Parce qu'à Boaké, quand il y a eu justement la rébellion en 2000, la rébellion de 2002, mais on a vu nos extraits dans la rue. Les gens prenaient nos extraits de naissance. Moi, ma mère a retrouvé mes extraits de naissance dans la rue, dans les mains d'une vendeuse de beaux photos. De beignets, justement. Mais c'est grave. Parce que des gens ont eu l'outrecuidance de rentrer dans une mairie pour les casser. Pourquoi? Mais tu n'es pas le seul à utiliser ces édifices publics-là. Donc souvent, il faut prendre conscience nous-mêmes. C'est une question de bon sens. On termine sur un point. Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire réagit par un communiqué. Messieurs, réaction justement sur ce qui s'est passé à Bétier. Surtout de Bétier, je pense que c'est comme notre consoeur Aïcha l'a dit. La jeunesse, généralement, ce sont les jeunes souvent qui sont entraînés dans ces effets de foule-là. Donc, que le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, dans sa section de Bétier, du département de Bétier, prenne ses responsabilités et interpelle, appelle les jeunes à un cas. Moi, je pense que c'est très responsable. Et c'est bien, ça aide avec l'arrêté du préfet à apaiser les esprits et puis pour qu'on voit un peu par la suite comment ça va se passer. Très bien, Barry, réaction et on passe à un autre point. Écoutez, le communiqué est responsable, il faut saluer l'initiative. Voilà, c'est le Conseil national de la jeunesse des Côte d'Ivoire. Ce sont des jeunes qui sont incriminés. Voilà, ils prennent leurs responsabilités. J'espère qu'ils vont aller au-delà du communiqué en allant rencontrer la jeunesse pour essayer de discuter, savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que si on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, on ne pourra pas résoudre le problème à la réalité. Et au niveau des forces de l'ordre, j'en appelle aux autorités de la gendarmerie, de l'armée, de la police. Il faut bien gérer le dossier des outsiders. C'est-à-dire que ce que j'appelle outsiders, c'est m'inspirant d'un auteur, Howard Baker, qui en a parlé. Les outsiders, ce sont des agents qui évoluent au sein d'une institution, mais qui ont des comportements déviants qui ternissent l'image de l'institution. Je parlais des gendarmes, je parlais des policiers. Certains des agents commettent des méfaits et c'est ce qui peut entraîner la foule à agir en perdant le contrôle. Ça peut être des gens qui travaillent dans les villages. Il y a les taxis motos, ceux qui roulent les taxis, qui souvent sont tracassés par un certain nombre d'agents des forces de l'ordre. Donc si on n'y prend pas garde, ça peut aller en vrille à tout moment. Donc il faut continuer la sensibilisation. En tout cas, on appelle au calme et puis on sait bien que les enquêtes vont pouvoir restituer donc les différentes responsabilités. On en appelle au calme en priant Dieu que tout se passe bien et que la paix et la sérénité reviennent à Bétier avec une nouvelle gendarmerie construite évidemment pour les populations qui en ont forcément besoin. Très bien. Messieurs, j'espère même amener certains à être milliardaires en dollars. Ces propos ne sont pas de moi, ils sont du président du PDCI, Tidiane Thiam, qui s'exprima ainsi lors de la présentation des vœux, justement, des instances du parti et des militants de la dite formation, de sa formation politique. Il a promis de faire des Ivoiriens milliardaires une fois au pouvoir.
Il est prêt en tout cas à faire en sorte que de nombreux Ivoiriens s'enrichissent. Il espère emmener, ce seront donc, comme il le dit, des entrepreneurs et pas des fonctionnaires milliardaires. Herman, commentaire. Déjà, lors de la cérémonie de vœux au PDCE, le président Thiam, il a d'abord réaffirmé sa vision pour la Côte d'Ivoire. Déjà, il avait annoncé à Boisseau. Moi, je pense qu'au-delà de ce point-là, j'ai d'abord apprécié le fait qu'il insiste sur l'unité au sein de sa formation politique. Et le ton était tellement, je pense, conciliateur. C'était comme un appel de pied du camp Billon. Et ça se comprend. Par la suite, on voit qu'il vient de nommer le professeur Maurice Kaki-Gikawe, qu'on sait qu'il maîtrise les rouages du PDCI, qui déjà l'oriente dans les éléments de langage à utiliser quand il est dans sa formation politique. Et on va faire une petite pause. On va revenir sur le point, sur ce que vous êtes en train de dire. Regardons juste pour rappel cet élément, ce verbatim du président du PDCI, Tidiane Diam. L'économie et l'équité, le troisième volet. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire prospère, mais aussi équitable, avec le secteur privé comme moteur de croissance. Je travaille moi-même depuis 38 ans, j'ai passé 33 de ces 38 années dans le secteur privé. Donc le PDCI s'est donné pour président un homme qui est un chef d'entreprise et un entrepreneur. Ce qui est consistant avec nos objectifs. Je l'ai dit à certains, je vais le répéter ici. Je suis déterminé à faire que beaucoup d'Ivoiriens s'enrichissent. J'espère même pouvoir amener un certain nombre d'entre eux à devenir des milliardaires en dollars. Voilà, Herman, on revient avec vous. Vous disiez qu'il avait nommé donc le président, du moins un conseiller spécial. Conseiller politique. Gikawe, voilà. Et vous sentez, vous avez dit, vous sentez... Non, on sent qu'il insiste sur l'unité. Mais pour revenir sur ces propos que je ne vais pas contester, je vais juste prendre les différentes réactions. D'abord, nombreux sont ceux qui voient un discours pour parler de faire de certains Ivoiriens des milliardaires, un discours déjà entendu lors de précédentes campagnes électorales. Nombreux sont ceux qui sont ces personnes. Qui seraient ces personnes? Les observateurs? Il veut parler de nombreux. Voilà, donc je veux dire, c'est un discours des promesses souvent de campagne. D'autre part, l'idée de voir émerger une poignée de milliardaires en dollars ne semble pas être une priorité pour la majorité qui attend des retombées concrètes de la croissance économique. Enfin, le scepticisme qu'on peut avoir, quant à la possibilité de mettre en œuvre une telle politique sans recourir au clientélisme. Ça fait un peu peur. C'est vrai qu'il le dit, c'est possible, surtout qu'il veut attirer cela sur faire du secteur privé comme le moteur de cette croissance. Nous tous on parle, quand on parle d'entrepreneuriat et autres, c'est justement le secteur privé qu'on booste, mais en même temps ça ressemble trait pour trait à certains discours de campagne d'autres acteurs politiques. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Très bien, et on reste avec vous, Herman. Vous dites le fait de voir une poignée de personnes devenir milliardaires. Est-ce qu'il a dit concrètement, comment est-ce que vous jugez qu'il pense à une poignée de personnes? Mais quand tu le dis, il dit certains, au mieux, il veut voir certains Ivoiriens être devenus des milliardaires. Ouais, l'idée, dans tous les cas, quand on parle de milliardaires, c'est justement, dans la conscience populaire, c'est justement une certaine oligarchie qui se met en place. Et ça fait peur. En tant que quelqu'un qui est porté sur une redistribution équitable des retombées, ça fait un peu peur de fait, parmi les Ivoiriens, certains qui vont être des multimilliardaires, c'est vrai, parce qu'ils ont des projets qui sont des projets innovants, des projets intéressants, mais ça fait quand même peur. Très bien. Aïcha, est-ce que vous partagez le point de vue d'Herman ou vous êtes à peu près contraire? Alors après, rares sont les pays où tout le monde est milliardaire, je ne suis même pas sûre que ça existe. Donc tout le monde ne peut pas l'être, malheureusement, en dollars en plus de ça. J'adhère au principe, j'aime l'ambition. J'adhère au principe, moi je passe mon temps à dire qu'il faut des champions nationaux, c'est nécessaire. Pas un, pas deux, 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, ce serait mieux. Par contre, là où j'aurais aimé que... Dans son programme, en fait, il a évoqué l'éducation, je crois, en deuxième pilier. J'aurais aimé que ce soit le premier pilier, parce que avant de parler de milliardaires, il faudrait parler éventuellement millionnaires,
débrouilleurs, peut-être de classe moyennaire, je ne sais pas. Cette classe moyenne, on a besoin de la constituer aussi. Il y a des gens qui ne savent même pas lire et écrire, qui sont la moitié de la population, c'est grave. De mon point de vue, pour ressembler à ces pays-là où il y a des milliardaires, des champions, on en a aussi en Afrique, hein, il est urgent de régler la question de l'alphabétisation, la question de la formation académique, la question de l'accompagnement dans l'orientation, on en a parlé, en fonction des besoins réels du pays. On peut le voir à l'avance, en fait. Je veux dire, on voit très bien que les changements climatiques sont visibles, tangibles. Tout ce qui est énergie, environnement, cybercriminalité égale cybersécurité, ce sont des métiers auxquels on doit intéresser et former dès maintenant, en fait, nos jeunes. Donc, prenons exemple sur... en fait, il y a une nécessité de politique publique forte aussi. Hein. Je pense par exemple à la Chine qui l'a fait. Je veux dire en 1986, jusqu'en 1982, pour la petite histoire très rapide, oui, en Chine, seuls 2 tiers des Chinois savaient lire et écrire. Hein. Ils sont plus de 97% en 2020, 38 ans plus tard, à savoir le faire. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé en fait, c'est une politique publique au bout d'un moment. On est dans une situation où on a besoin absolument déjà d'avoir des gens qui sont éduqués, qui comprennent ce qu'on raconte sur ce plateau correctement avant de parler de milliardaires. Mais c'est bien, j'aime l'ambition. Mais déjà pour vous donc, ce n'est pas le véritable projet dont notre pays a besoin de faire de certains milliardaires, mais plutôt de travailler à la formation. On a besoin de ça, mais on a besoin d'un calendrier surtout, et la formation d'abord. Daouda, commentaire et analyse. Est-ce que vous êtes en accord? Herman parlait d'une certaine oligarchie. Aïcha dit non, ce n'est pas le débat pour l'instant. Allons plutôt sur la formation. Voilà. Alors vous, quel est votre postulat sur le point? J'aime bien quand vous dites Daouda. J'aime bien ça. Mais de vrai, pour être un peu plus sérieux, j'ai écouté le président du PDCI, Tidiane Thiam. J'avoue que j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé. Pourquoi vous rigolez? J'ai rigolé parce que Herman a essayé d'évoquer la question, mais bon, il n'est pas allé au bout. J'ai eu l'impression d'écouter une pâle copie du président Ouattara. Comment cela? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que ce n'est pas la première fois que Tidiane Thiam s'inspire des méthodes de Ouattara. Pour ceux qui se rappellent très bien, lorsqu'il est venu, il est revenu en Côte d'Ivoire, pendant ses premiers discours qu'il utilisait, il a utilisé un verbatim d'Alassane Ouattara pour dire un slogan. Il a de vraies solutions. Christelle, les solutions en Côte d'Ivoire, on sait tous d'où ça vient. Ado Solutions. En 2010. Donc pour vous, le fait de dire le mot solution, c'est des verbatims, mais il ne faut pas se voiler la face. Et donc, comme aujourd'hui, encore, après les solutions que lui, il a, aujourd'hui, on retombe encore sur certaines personnes qui seraient des milliardaires. Ça ne vous rappelle rien, Christelle? Les plus de milliards d'Alassane Ouattara par région. Donc, moi, je veux dire, quand le mot milliardaire a encore de sortie chez Tidiane Thiam, je veux dire, il est important pour moi qu'il faut que le président du PDCI s'affirme clairement. Parce que si on doit faire du copier-coller d'Alassane Ouattara, je pense que finalement, les Ivoiriens vont préférer l'original à la photocopie. Ça, c'est un premier point. Mais en l'écoutant, j'ai eu l'impression de voir un homme qui a un décalage, en fait, avec les réalités des Ivoiriens. C'est-à-dire? Je dis ça pourquoi? Parce que l'action publique, Christelle, n'a pas pour vocation d'enrichir des individus. Je répète, l'action publique n'a pas pour vocation d'enrichir des individus, mais de répondre aux besoins des populations. Et cette action publique-là est guidée par des principes fondamentaux, tels que l'intérêt général, la justice sociale et le développement durable. Et c'est ce dont, en son temps, parlait Feu Henri Konan Bédié dans les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, lorsqu'il disait le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Donc quand M. Tidiane Thiam vient nous dire aujourd'hui que lui va enrichir des gens, mais c'est là où je rejoins Herman dans un point où on a comme l'impression qu'il y a la formation d'une certaine forme d'oligarchie qui est là. Donc, qui vas-tu enrichir? Parce que finalement, on est en train de parler, peut-être qu'il a envie de parler justement des champions nationaux. Mais ce projet, il existe déjà. Si Élisée était sur ce plateau, il allait nous faire un coup magistral sur les questions de pépites, où des jeunes sont financés pour qu'ils soient des champions nationaux. Les champions nationaux, la vision du chef de l'État. Voilà. Et donc, je veux dire, il ne faut pas faire un copier-coller. Il faut que lui-même, il se réinvente. On veut le vrai Tidiane Thiam, pas une copie d'Alassane Ouattara. Barry, quel est votre avis? Est-ce que vous êtes en accord avec Daouda ou vous pensez tout autre? Non, c'est son point de vue, je n'ai pas forcément le commenter. Moi, je dis que j'ai entendu... Juste savoir si vous allez dans la même ligne, en fait. Bon,
Il a son point, j'ai mon point. Je ne peux pas dans mon point. Allez-y. Je note que M. Tidjane Thiam est un homme politique qui est en contexte préélectoral, donc en campagne. Et quand on est en campagne, on fait des promesses qui peuvent captiver le public. La preuve, il a réussi son coup parce que dans l'opinion publique, on parle des milliardaires. Je pense que sur ce coup-là, il a quand même réussi à se faire entendre. Maintenant, deuxièmement, quand il dit qu'il va créer des milliardaires, c'est possible. Parce que quand on choisit un chef, on élit un chef, c'est pour prendre des décisions, pas pour trouver des excuses. Il peut créer les conditions pour que des Ivoiriens créent des entreprises et soient riches. Ça, c'est le rôle du chef, en fait. Et déjà, je pense que ça, à ce niveau-là, un milliardaire, c'est comme une plante. Quand vous plantez la graine, il faut l'arroser, il faut qu'il y ait germination et puis après, on récolte les fruits. Donc, la politique du milliardaire rejoint un peu la politique du champion national du président Ouattara. Je ne vois pas la différence. Mais il parle de milliardaire justement pour apporter une légère démarcation à ce qui est déjà fait. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des hommes qui sont riches, mais je comprends Herman quand il parle d'oligarchie, c'est un homme de gauche, voilà. Donc ils ont un problème avec les milliardaires. Nous, on n'en a pas de problème parce que nous, on est libéraux. J'entends un libéral parler, donc c'est normal qu'il veuille créer des milliardaires. Mais les milliardaires, les champions nationaux, c'est le même projet. Les champions nationaux qui sont aujourd'hui favorisés par un cadre institutionnel bien précis, seront les milliardaires de demain si les business sont croissants. Aujourd'hui, vous avez les comment dirais-je, les exploitations minières avec le contenu local porté par le ministre Sangafoua Coulibaly. Oui. Je pense qu'on parle déjà de promouvoir des Ivoiriens dans ces domaines-là. Donc, je pense que ce que M. Thiam dit et ce que M. Ouattara fait, il n'y a pas ça trop de grande différence. Alors, quand il dit ce seront des entrepreneurs, c'est bien spécifique. Des entrepreneurs milliardaires et non des fonctionnaires milliardaires, Herman. Oui, mais nous tous on sait qu'une économie forte est portée par l'entrepreneuriat privé. Donc moi je comprends quand il dit on ne va pas chercher à ce que des fonctionnaires qui accompagnent l'action de l'État en termes d'administration et autres insufflent une croissance à l'économie. C'est lorsque il y a des champions nationaux, comme on le dit pour prendre le thème, qui, ma foi, on peut spéculer là-dessus, le projet des champions nationaux, je crois qu'à l'annonce, c'est perdu. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on ait même le VTIB qui a été créé à peine à avancer. Moi, je veux dire que les plus de milliards, effectivement, Daouda l'a relevé, c'est une promesse de Ouattara. Plus de milliards par région, 1 milliard par jour à la jeunesse. Mais moi, je pense que je préfère entendre des promesses, même si ce sont encore des promesses, que des promesses qui ne sont pas tenues. Très bien. Alors, messieurs, beaucoup de promesses ont été tenues. Daouda, merci. Merci. Alors, il a dit, je souhaiterais donc travailler à l'entrepreneuriat, faire des entrepreneurs milliardaires et non des fonctionnaires milliardaires. Voici un peu le verbatim qu'on a essayé avec nos amis de décrypter. N'est-ce pas, Daouda? Oui, quand on a essayé de décrypter, je peux terminer. Non, on ne termine pas. Alors, messieurs, s'il vous plaît, appel à candidature. Et cette fois-ci, on parle d'autre chose. Appel à candidature, Jeune Mansa, saison 4. Si vous nous suivez et vous voulez gagner un financement allant jusqu'à 100 millions de francs CFA pour développer, justement, votre entreprise, rendez-vous dès maintenant sur www.livetv.ci/ Jeune Mansa, ou scannez le code QR qui s'affiche à l'écran et remplissez le formulaire d'inscription. Date limite, vous avez jusqu'au 2 février, chers jeunes, Jeune Mansa pour les champions africains. Vous voulez avoir un financement, vous êtes jeune, vous voulez avoir un financement allant jusqu'à 100 millions de francs CFA pour développer votre entreprise, participer à ce plus grand concours de financement. Merci maintenant d'aller sur le www.livetv/Jeune Mansa ou scanner le code QR, là en ce moment qui s'affiche à l'écran, et remplissez le formulaire d'inscription, date limite 2 février 2025. On se retrouve pour la suite de ce temps d'antenne. À tout à l'heure. Merci de nous suivre pour cette seconde partie de ce temps d'antenne. Nous parlons maintenant d'employabilité des jeunes. Rappelez-vous, hier, nous parlions du BNSAR. Élisée Boloubeu, qu'on salue, nous a fait un point sur ce que c'est. Aujourd'hui, nous avons quand même le privilège et le plaisir de recevoir des jeunes qui ont bénéficié de ce projet. Là, ils peuvent s'applaudir, s'il vous plaît.
Ils sont accompagnés par M. Yannick Ignaman, chef d'agence Prestige de l'agence Emploi Jeune, et M. Chimo Joël Pezito. Vous êtes responsable juridique et ressources humaines du groupe Sanex, une entreprise privée, mais qui accompagne le projet pour l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Aïcha, Herman, Dr Barry, Daouda sont là pour vous poser des questions. Alors, Monsieur Ignaman, chef d'agence, dites-nous, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'hier, on a essayé d'en parler, mais vous êtes plutôt dans le cœur du dispositif. Pourquoi le gouvernement a-t-il initié ce projet PNSA? Alors, je voudrais d'emblée vous remercier pour l'invitation qui nous permet justement de présenter le programme national de stage et apprentissage et reconversion, en abrégé PNSAR, qui est un programme qui vise à améliorer donc le taux d'insertion des jeunes par le développement de leurs compétences et voilà, leur donner les outils nécessaires pour intégrer de façon durable le monde du travail. Très bien. Monsieur Pezito, Timou, voilà, vous êtes responsable juridique de l'entreprise Sanex, oui, effectivement. Une entreprise privée. Et vous accompagnez justement le gouvernement dans ce projet-là. Pourquoi? Oui, effectivement. Et avant comment? tout propos, permettez-moi déjà de remercier la chaîne Live TV et le premier responsable de l'entreprise, M. Mamadou Sanogo, qui est présentement à Singapour. En fait, il avait nécessaire que je présente déjà mon entreprise, si vous permettez. Allez-y, je vous en prie. Nous sommes le groupe Sanex, structure spécialisée dans 2 domaines particuliers, l'industrie et le génie civil. Okay. Sur le plan industriel, nous intervenons dans l'agroalimentaire, l'industrie pétrolière, et sur le plan génie civil, nous intervenons dans tout ce qui est travaux de terrassement, bitumage, de voiries et réseaux divers. Notre pilier, notre travail principal, c'est effectivement l'industrie. Dans l'industrie, on fait ce qui est la soudure industrielle, la tuyauterie industrielle, la chaudronnerie industrielle, et puis tout ce que vous savez en termes d'industrie ici en Côte d'Ivoire. Pour le projet PNSA, bon, bien avant ça, on a eu à mettre en place un projet sur nous-mêmes, notre initiative, par le canal du PDG Mamadou Sanogo, qui visait effectivement à former plusieurs jeunes qui sont déjà derrière nous ici. Okay. Et dans le projet, il y a 3 pans. Le premier pan du projet, c'est la formation. Là, vous parlez du PNSA, de ce que vous faites au PNSA ou vous-même, ce que vous aviez initié? Non, on a initié ça avec l'accompagnement de l'agence Emploi Jeune. Très bien, ouais. Oui, effectivement. Donc, dans le premier pilier du projet, on a la formation. Après la formation, on a l'insertion. Après l'insertion, on a le recrutement total qui est un CDD. Okay. Et c'est donc qu'on est avec M. Yannick Ignaman ici présent. On aura le temps de déballer tout le programme plus Très bien, merci beaucoup. Commencerons par Aïcha. Oui. Avant d'arriver, Herman qui a porté un casque. Veut-il nous annoncer sa reconversion sur ce plateau? On en saura dans un instant après la question d'Aïcha. Oui, alors je me demandais déjà si, bonsoir messieurs, si le CDD était, systématique directement après la formation. Et puis, petite question à titre informatif, je vois qu'il apparaît que 48 843 des formations, donc la majorité sont des formations de reconversion et de requalification. Est-ce à dire que l'orientation dans le secondaire, j'imagine, a été mal gérée ou est-ce que ce sont les débouchés de ces jeunes-là qui ont été, dont les filières ne sont pas adaptées? Exactement, monsieur. Alors, parler d'employabilité, de développement de l'employabilité, fait intervenir absolument l'épineuse question de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Alors, parler d'inadéquation entre formation et emploi nous amène absolument aux questions d'orientation scolaire et professionnelle. Donc, il est extrêmement important pour un jeune qui souhaite réussir son insertion professionnelle future de savoir s'orienter. Donc, savoir s'orienter en consultant des spécialistes donc du marché du travail et de l'orientation pour faire les choix de filières de formation pour lesquelles le marché du travail a des besoins effectifs. Très bien. Revenons sur la question qu'elle avait posée. Est-ce que les CDD sont systématiques après formation? Alors, les CDD ne sont pas toujours systématiques, mais il faut dire que dans le cas du contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée ne sont pas toujours systématiques, mais dans la plupart des cas, vous avez des taux d'insertion à l'issue donc de ces programmes de stage, de formation qui oscillent entre 70 et 80%. Donc, de taux d'insertion, de taux de conversion en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Donc, voilà. Très bien. On a le nombre d'années
Alors, autour de 6 à 12 mois. OK. Voilà. Herman, 6 à 12 mois. Comme le responsable de SANET est là, vous, dans le cadre de ce projet, c'est combien de jeunes finalement vous avez formés et puis à combien de jeunes vous avez permis d'obtenir un CDD? Et je mets par rapport à ce CDD-là la question du salaire, parce que souvent on prend les jeunes, on leur offre pour un premier salaire, c'est souvent dérisoire. D'abord, merci pour la question. En fait, ce que je veux rappeler au préalable, c'est que le domaine industriel qui est méconnu ici en Côte d'Ivoire est un secteur assez juteux. Je vous assure que M. Yaman lui-même le sait, le salaire d'un soudeur chez nous à Sanex, comme dans toutes les entreprises, n'a vraiment rien à voir avec le salaire de... Il est de combien? Non, c'est confidentiel. Bon, on est entre 500 et 700. Entre 500 et 700 000, le salaire d'un soudeur. Oui. Très bien. Le salaire d'un soudeur. Et le salaire d'un tuyauteur, en fait, ce que vous voyez au tableau là, sur l'écran, c'est le métier de tuyauterie. Okay. Nous, on intervient dans l'installation des usines, c'est-à-dire les jus que vous buvez, l'eau que vous buvez, la bière que vous buvez, c'est nous qui faisons toute la tuyauterie de A à Z. Et on évalue à combien, parce qu'on est en train de parler d'argent? En termes d'argent, oui. Les projets ou le... Non, je veux dire, vous avez dit le salaire d'un soudeur va de 500 000 à 700 000. Ça, c'est un soudeur débutant, hein, c'est pas... Ah, un soudeur débutant. Oui, ça, c'est un soudeur débutant. Okay. Et le tuyauteur, c'est un peu plus pire. Non, pas pire. C'est un peu plus élevé. Voilà, désolé. C'est un peu plus intéressant. Oui. En fait, je dis ça parce que les de gens... combien à combien? C'est intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour le tuyauteur, vous voulez? Oui. Non, restons sur cette fourchette de 500 à 700. Okay, on ne va pas tout divulguer. J'ai dit ça parce que 500 à 700. Donc les jeunes frères qui sont derrière là, ils ont chacun 500 à 700. Ils sont en stage. Après le stage, ils auront ça. N'allons pas tout peut-être. Daouda, tu es représentant. Non, doucement, tout doucement. L'idée même que je veux mettre en évidence, oui, allez-y, monsieur. c'est l'importance du secteur industriel. Je vous assure que la Côte d'Ivoire, notre pays, depuis le président Houphouët-Boigny, était basée sur l'agriculture. Aujourd'hui, on a la possibilité d'intervenir dans les domaines miniers et pétroliers. Ah, très bien. Aucun pays au monde n'a basé son développement sur l'industrie et puis a échoué. Si la Côte d'Ivoire prend le risque de baser son économie sur l'industrie, je vous assure que je ne sais pas quel politicien parlait des milliardaires. Le président du TD, c'est Diane Tiam, justement, les entrepreneurs milliardaires. Peut-être c'est nous qui allons faire les milliardaires avant lui. Pour revenir un peu à la question, combien de personnes on a pris? On est dans un projet pilote avec l'agence Prestige. On a pris 30 personnes au départ avec l'agence Prestige et 15 personnes avec l'OSN. Oui. L'OSN qui est l'Office du Service National des Jeunes. C'est très bien. Voilà. Avec l'agence employeur. Et dans la collaboration, on a proposé... En fait, le souci ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de personnel dans le domaine. Nous, sur un projet d'une grosse boîte et d'une grosse multinationale ici, on était obligé d'aller recruter des emplois au Sénégal. Oh. Ça nous a coûté les frais d'hôtel, les frais de nourriture et puis le salaire qui est assez exorbitant. Si les Ivoiriens sont formés, on ne les forme pas pour de beaux yeux, pour les envoyer acheter des bananes et autres. On les forme pour les employer. Ils pourront vous le dire. Monsieur Touré, qui est là, c'est un produit de M. Mamadou Sanogo. Très bien. Bon, on ne va pas faire court. On va faire court. Le micro est quelque part. Monsieur Touré, qui est, s'il vous plaît? C'est vous. Alors, est-ce que vous confirmez les propos? Parce que je regarde un peu sur le chat ici. Certaines personnes me disent non, ça doit être, c'est faux. Est-ce que c'est vrai qu'un soudeur peut avoir entre 500 et 700? Il dit vous faites rêver les gens. Monsieur Touré, vous avez été formé dans cette filière, n'est-ce pas? Est-ce que vous confirmez que le salaire peut osciller entre 500 et 700 000 francs CFA? Bonsoir d'abord. Bonsoir, merci, monsieur Touré. Live TV pour l'invitation. Est-ce qu'on vous entend? Oui, on l'entend. On l'entend, très bien. Allez-y, parlez un peu plus fort. Je remercie Live TV de nous avoir invités d'abord. Tout ce qu'il est en train de dire, effectivement, c'est vrai. Mais au fait, les gens ont tendance à confondre le ferronnier et le soudeur. Ah, très bien. Faire la différence entre le ferronnier et le soudeur. Okay. Nous formons des soudeurs industriels. C'est-à-dire, nous sommes dans l'industrie. C'est cela. Vous voyez ces gens de soudure? Oui. Vous voyez? Ça demande beaucoup de formation, beaucoup de connaissances. Ce n'est pas comme le ferronnier. Nous, on appelle ça les soudures para-para. Nous, on ne fait pas des soudures para-para. Nous, on forme des gens qui vont construire des usines. C'est cela. Voilà, nous sommes là pour ça. Donc, 700 000, c'est le paresseux.
Waouh. 700 000 francs CFA, le soudeur industriel, il n'est pas reçu. Il n'est pas reçu. On peut aller jusqu'à combien? Lui, il peut partir si il veut. Parce qu'on a l'agroalimentaire, oui. Tout ce qui est mangeable, tout ce qui est produit fini, consommable. Et il y a l'industrie, il y a le secteur minier et pétrolier. Et qui est en plein essor en ce moment en Côte d'Ivoire, en plein essor du moins. Il peut aller jusqu'à des millions. 2 millions de francs CFA pour un salaire. Très bien. Et vous, vous êtes rentré dans ce domaine depuis quand? Moi, je suis un produit depuis l'école. Je suis chez M. Sanogo à Sanex. Aujourd'hui, j'ai été... Je vous explique mon histoire. Moi, j'ai échoué à mon bac. J'étais au village. Il y a M. Sanogo, le directeur de l'entreprise. Il m'a vu. Il m'a dit, mon petit, il y a quelque chose pour toi. Je t'inscris dans un centre de métier. Il m'a inscrit dans un centre de métier. Quand j'ai fini ma formation, il m'a pris, il m'a formé en tant que soudeur. Après, il m'a envoyé en formation pour pouvoir intégrer le bureau d'études. En formation où? Chez les particuliers, il y a des gens qui l'avaient recruté pour faire des travaux. Ici en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Je me suis formé ici en dessin industriel. Aujourd'hui, je suis le responsable travaux du groupe Sanex. Donc j'ai été formé. On l'applaudit. Après l'échec au bac, aujourd'hui, vous êtes dans un métier qui vous satisfait et vous arrivez à subvenir aux besoins de votre famille. Énormément. Il dit énormément. On ne va pas faire trop de bruit, on revient à vous. Messieurs, question. Commençons par Dr Barry. Écoutez, Christelle, j'aimerais d'abord féliciter nos frères. Il vous souviendra que lorsqu'on a fait l'émission sur le contenu local du ministre Sangafoua, j'avais évoqué la sidérurgie industrielle. Exactement. Dieu merci, j'ai été entendu. Un pays ne peut se développer sans une industrie forte. Ce n'est pas possible. Donc, je les félicite et je les encourage. Maintenant, ma question concernant le projet, c'est sur le niveau d'études. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir le projet. Est-ce que si je n'ai pas le bac, si je n'ai pas le BPC, je peux postuler? Donc, c'est l'occasion pour les invités d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Alors, qui répond à cette question? Monsieur, oui. Je sais pas si vous voulez. Monsieur Timou. Je vais commencer et puis je pense qu'il pourra rajouter. Alors, déjà, la précision que je voudrais faire, c'est que le programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion découle, on va dire, d'un engagement très fort du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a décrété l'année 2023 comme année de la jeunesse. Tout à fait. Donc, le programme national de la jeunesse, enfin, le programme national de stage, apprentissage et reconversion est justement porté par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, avec à sa tête donc le ministre Mamadou Touré, mais qui travaille en synergie avec d'autres ministères, comme le ministère de l'Agriculture, de l'économie numérique, des mines, du pétrole et de l'énergie. Alors, pour agir de façon efficace, cette synergie est importante, non seulement dans le cadre de l'action gouvernementale entre ministères, sectoriels, mais également à travers des partenariats avec le secteur privé, dont vous avez l'illustration ce soir, avec donc, le groupe Stanex, qui est un partenaire du PNSR et du ministère de la promotion de la jeunesse sur donc, les questions de développement des compétences des jeunes. Très bien. Alors, monsieur, la question c'était le niveau scolaire requis pour pour pouvoir être éligible au projet. Déjà, merci. En fait, dans le projet, les promoteurs du projet, c'est eux, l'Agence Emploi Jeunes. Et nous, nos conditions, parce que la volonté de notre PDG, c'est d'introduire le maximum de personnes. Donc, sur les conditions que nous on a émises pour pouvoir entrer dans le projet, on n'a émis aucune condition liée au diplôme. En fait, où est ma caméra déjà? Si vous permettez, j'aimerais bien respectueusement parler à monsieur le ministre de la Jeunesse. Votre caméra est celle-là que vous regardez. Allez-y. Monsieur le ministre, avec tous les respects que je vous dois, j'aimerais vous demander quelque chose. Nous sommes actuellement sur un projet de micro-usine. Le PDG est actuellement à Singapour pour pouvoir, je ne sais pas si on va dire tricher ou bien copier un projet de micro-usine à installer ici en Côte d'Ivoire. En fait, les micro-usines, on ne peut pas concurrencer les multinationales, nous. Mais à travers les micro-usines, on peut faire de sorte que nos jeunes soient riches. Je vous parle de la chair de poule. Moi, je suis juriste de formation.
j'ai fait Houphouët-Boigny, j'ai fait UKO, et puis après, j'ai eu la chance d'aller de l'autre côté pour faire mes études. Mais quand je suis rentré dans le domaine industriel, j'ai découvert beaucoup de choses. Les micro-usines sont des usines de proximité qui vont être faites entre 20 et 15 jeunes qui vont produire des outils, des besoins essentiels à la population. Est-ce que ce projet rentre dans le cadre justement du PNSA? J'aimerais qu'il puisse réagir. Oui, justement, je parlais tantôt de partenariat avec le secteur privé. Oui. Vous avez là une des illustrations pour revenir donc, à la réponse à la question qui avait été posée par Dr Barry. La cible est en termes d'âge, vous avez l'intervalle compris entre 16 et 40 ans. Donc entre 16 et 40 ans, bien sûr, il en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de limite en termes de diplôme ou de niveau d'études. Vous avez des formations qui s'adressent à des publics qui ont arrêté les études au niveau CM2, au niveau 5e, 3e, jusqu'au bac plus en fait. Donc vraiment, il n'y a pas de limitation particulière en termes de niveau d'études. Il suffit juste d'aller s'inscrire sur votre site. Sur la plateforme de l'Agence Emploi Jeune, www.agenceemploijeune.ci. Vous inscrivez et justement tout ce qui est opportunité et de stage et de formation par apprentissage et de formation de reconversion et de requalification, de formation de stage d'immersion, toutes ces opportunités sont systématiquement publiées sur la plateforme, ouverte donc à tous les jeunes qui le désirent. Voilà, donc ils peuvent postuler, ils sont présélectionnés et sélectionnés et placés donc en fonction du programme qu'ils auront choisi. On écoute Daouda et on revient au point après avec vous, Monsieur Timou, des mini-usines. Allez-y, Daouda. Ma question s'adresse au monsieur de l'emploi jeune. C'est que concrètement, en fait, je veux savoir, est-ce que vous regardez, quand vous prenez en compte les besoins du marché, parce que souvent de fois, on se trouve qu'il y a des gens qui vont dans des filières où ça ne va pas du tout. Donc finalement, comment vous faites pour pouvoir capter toutes ces personnes-là? Et maintenant, la deuxième question, c'est concrètement, comment est-ce que vous vous assurez que les couches les plus défavorisées de la Côte d'Ivoire puissent bénéficier de ce programme-là? Alors, pour répondre à la question, à ces questions, premièrement, comment est-ce qu'on rattrape ceux qui ne se sont pas bien orientés, je dirais? C'est justement à travers le programme de formation, de reconversion et de requalification. Donc, qui va s'adresser, par exemple, à des jeunes qui se sont orientés, je dis n'importe quoi, à l'université ou dans certaines filières pour lesquelles le marché de l'emploi n'exprime pas beaucoup de besoins. Voilà. Donc, on va leur proposer d'autres types de formations, mais cette fois-ci des formations métiers, pas des formations juste pour se former, mais des formations métiers, à l'issue desquelles ils ressortent justement avec une pratique professionnelle, ils sont employables immédiatement, et sont des formations qui sont faites généralement en partenariat avec le secteur privé, pour lesquels on va d'abord identifier un besoin avant de former, de sorte que dès qu'ils sont formés, ils sont intégrés dans une entreprise qui les prend en stage et quand le stage est concluant, qui les embauche. Donc voici en fait ce qui est fait pour rattraper et corriger, on va dire, certains parcours. Et deuxièmement, ce qui est fait pour permettre à toutes les couches de la société ivoirienne donc de bénéficier de ces programmes, c'est d'abord que l'accès à ces programmes est totalement gratuit. C'est également que nous avons 30 agences régionales qui couvrent les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons un réseau de 201 guichets emploi, enfin environ 210 guichets emploi qui sont des services de proximité dans les différentes communes de Côte d'Ivoire. Donc pour rapprocher les populations cibles de cette offre de services et permettre aux uns et aux autres d'y accéder le plus aisément possible. Aïcha, Daouda, je veux faire juste une petite relance. Allez-y. Souvent, il y a des gens qui se plaignent que des entreprises gardent les jeunes en stage 6 mois après, ou bien 1 an, après on les libère pour les récupérer, après on ne les embauche pas. Est-ce que vous essayez à votre niveau de discuter de cela avec les entreprises en fait, de sorte à ce qu'ils ne soient pas dans des stages interminables? Alors, en règle générale, les jeunes qui intègrent donc les différents programmes du PNSR ne sont pas dans des stages interminables. C'est maximum 2 sections, je dirais, 2 sessions de 6 mois de stage, pas plus.
Donc, maximum 12 mois de stage. Si l'entreprise dans laquelle il a été placé ne l'a pas retenu, nous récupérons ce jeune pour le placer auprès d'autres entreprises partenaires, en fait. Donc, soit que l'entreprise dans laquelle il a réalisé son stage le retienne, soit que l'entreprise ne le retienne pas, ce jeune-là va avoir un débouché, en fait, tout de même. Très bien. Christelle, Oui, permettre. dans la même dynamique, Dans la même veine, allez-y, Daouda, Dr Barry. est-ce que justement le stage évoqué par Daouda est rémunéré? Oui. Tous les stages et tous ces programmes, même dans le cadre du PNSR, tous les programmes du PNSR, il y en a 5, sont rémunérés. On peut avoir le montant? Alors, les montants vont varier, par exemple, dans le cas des stages de reconversion et de requalification, c'est 25 000 francs pour les frais de transport, donc pendant toute la durée. Oui, par mois, pardon, pendant toute la durée donc, de la formation. Pour les formations en apprentissage, c'est 30 000 francs de frais de transport donc, par mois, toute la durée de la formation. Pour les formations, pour les programmes de stage, donc de validation de diplôme, c'est 15 000 francs pour les frais, donc la carte de bus en fait. Et tout ça. Mais pour maximum 3 mois, parce que pour les stages de validation, on ne veut pas qu'ils soient interminables. Donc minimum 45 jours, maximum 90 jours, donc 3 mois. Après, vous avez les stages de qualification, de perfectionnement ou de pré-emploi, 6 mois renouvelables une fois, avec une prime minimale de 45 000 francs, à laquelle, payée par l'État de Côte d'Ivoire, à laquelle nous sollicitons donc les partenaires entreprises vont contribuer à hauteur minimale de 30 000 francs, de sorte que le jeune se retrouve avec minimum 75 000 francs sur toute la durée de stage, soit 6 mois ou 12 mois, par exemple, selon ce qui sera entendu avec l'entreprise. Et pour terminer, même sur les stages d'immersion qui vont se faire sur 1 mois, pour permettre aux jeunes donc de découvrir l'entreprise et de mieux mûrir donc ses choix d'orientation scolaire et professionnelle. 30 jours donc pendant la période des vacances scolaires, c'est 45 000 francs donc à l'issue de la période de stage. Alors, je pense qu'on n'aura pas assez de temps, mais très rapidement. J'aimerais quand même, Aïcha, permettez que M. Tchimou, avant que M. Ignaman ne puisse terminer, rapidement, sur le projet des mini-usines. Les micro-usines. La question, c'était est-ce que c'était en relation avec le PNSA ou c'est un projet que vous réalisez en tant que... Voilà, ou c'est un plaidoyer que vous sollicitiez du ministre, c'est cela? Non, c'est en quelque sorte en relation avec le PNSA, parce que depuis un moment, on est en collaboration avec eux. Mais notre PDG, lui, il initie les projets. Son intention, c'est de faire de la Côte d'Ivoire, à son niveau, un État industriel. Donc, il met en place le projet, on présente, et ils font l'accompagnement structurel. Donc, vous allez pouvoir peut-être le réaliser avec le PNSA pour aider les jeunes Ivoiriens à être propriétaires d'usines, pour mieux développer encore développer notre pays. Merci beaucoup. On termine. Votre mot de fin. Alors, je voudrais, avec votre permission, rappeler que sur l'année 2023-2024, le PNSA, c'était un objectif de 115 667 jeunes. En termes de réalisation, nous avons, il y a 116 757 jeunes qui ont été impactés par le programme, soit 101% de taux de réalisation. Et en termes de perspective, donc pour l'année 2024-2025, toujours sur le PNSA, c'est 142 702 jeunes qui seront impactés pour un coût total de 23 712 029 600 francs. Il faut dire que ce programme marche très bien. Je voudrais donc inviter par le canal de cette émission tous les jeunes Ivoiriens qui sont en recherche d'un avenir professionnel durable, de se pencher donc sur ces programmes qui sont proposés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, de saisir ces opportunités et de vivre leur rêve en Côte d'Ivoire. Et c'est possible. En tout cas, félicitations déjà pour ce que vous faites. Félicitations à tous ces jeunes-là. Bravo, en tout cas, au ministre. Il faut s'applaudir. Bravo au gouvernement. C'est extraordinaire parce que d'ici 5, 10, 15, 20 ans, on aura vraiment une Côte d'Ivoire assez... Les milliardaires seront là. Effectivement. On aura une Côte d'Ivoire. Je termine, merci messieurs. On aura une Côte d'Ivoire très développée. Merci beaucoup monsieur Tchimou et bravo à votre entreprise qui se veut citoyenne
à l'effet qui participent effectivement à ce programme-là. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Yannick Yaman. C'est ça. Niamant. Très bien. Chef d'agence Prestige de l'agence Emploi Jeune. Et M. Chimou Joël Pézito, responsable juridique RH, groupe Sanex. Et c'est formé là, on va s'applaudir. Merci en tout cas de nous avoir suivis, Aïcha, Herman, Dr Barry, Daouda. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.